Entre une session extraordinaire au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et un sommet conjoint SADC-EAC et à Dar es Salaam, l'actualité en RDC a attiré l'attention non seulement en Afrique, mais à travers le monde. Nous parlons de ce deux sujets d'actualité avec le porte-parole du gouvernement depuis Genève. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Muyaya. Bonjour et bienvenue. Bonsoir et bienvenue, madame. Rapidement, on commence on passe en revue la situation sécuritaire, surtout dans la partie est du pays, à l'état, au moment où on est en train de faire cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se passe dans le nord et dans le sud Kivu? Comment se présente la situation sécuritaire? D'abord, dans le nord Kivu, la situation reste toujours aussi préoccupante. Vous savez qu'il y a eu un carnage, plus de 3000 compatriotes sont décédés. Il y a beaucoup d'autres d'ailleurs, on ne sera jamais en mesure de connaître totalement le nombre de ceux qui ont été victimes des bombes et des balles rwandaises dans la ville de Goma. L'urgence pour nous aujourd'hui, c'est de travailler notamment avec les services du ministère de la Santé qui arrivent à collecter les éléments détaillés de toutes les structures et centres de santé qui opèrent sur place pour leur apporter les secours. Les besoins humanitaires sont énormes, notamment en termes de sang, parce qu'il faut continuer à soigner les blessés, parce qu'il faut continuer à s'assurer que nous prenons des précautions, notamment pour éviter la propagation du Mpox ou la propagation du choléra. Il y a plusieurs cas qui ont déjà été notés dans des centres de santé. Ça, c'est une situation qui, pour nous, elle est préoccupante, au-delà du fait que nos compatriotes qui vivent sous occupation sont privés de tout le droit et sont malheureusement, ils subissent des impositions, notamment de participer à des activités politiques. Et tout ça, c'est des questions qui nous préoccupent, que nous suivons au plus haut point. Sur la situation dans le sud Kivu, contrairement à ce qui a été dit, on entend malheureusement sur cette question beaucoup des spéculations. On disait ils sont à Kavumu, d'autres disaient ils sont à tel coin, mais les dernières informations que nous avons reçues des services attitrés qui peuvent justement faire l'objet d'une certaine évolution en fonction en tout cas des questions sur le terrain, ils sont à plus de 100 km de Bukavu. Mais donc, il y a malheureusement dans cette vague une forme d'intrusion, des rumeurs, des psychoses qui font que parfois les gens croient à des informations qui ne sont pas. Les restrictions de X ou de TikTok n'ont pas réussi à mettre fin à tout ça. Bon, écoutez, on est dans un contexte où les communications ne passent pas que par ces voies-là. Évidemment, il y a des groupes WhatsApp, il y a des prises de parole à gauche, à droite, de voice notes qui circulent, qui peuvent faire en sorte que la psychose puisse partir plus facilement. Moi-même, je me surprenais de m'entendre parlant une langue pour appeler au meurtre ou à l'assassinat de nos compatriotes des communautés Banyamulenge et Tutsi. Lorsque vous écoutez ça, vous voyez tout de suite d'abord que ce n'est pas ma voix, mais que par la suite, vous notez que lorsque nous vous parlons du poison rwandais, lorsque nous parlons des effets de l'empire, du mensonge qui déverse sur notre toile ou notre écosystème des milliers, quotidiennement, des milliers de fausses informations, voilà des illustrations. C'est pourquoi nous appelons nos populations à se référer toujours, parce qu'une information, les médias, comme vous, les journalistes professionnels, arrivent toujours à la donner. Mais quand ils la donnent, ça veut dire que ça passe par un processus de traitement qui permet que lorsque nous disons qu'il y a eu affrontement à tel endroit, on sait les vérifier le lendemain et que ce ne soit pas l'objet de ce qu'il y a comme spéculation. Nous sommes dans une situation de crise, nous sommes dans un contexte de guerre, la communication ne se fait pas non plus de n'importe quelle manière. Et donc globalement, nous, ce que nous faisons, il y a une grosse vigilance dans le Sud Kivu. Vous avez vu notamment les vice-gouverneurs s'est déployé à plusieurs endroits, mobilisés, parce que Bukavu a donné une réponse après l'entrée de troupes rwandaises dans la ville de Goma, une mobilisation énorme. C'est dire qu'ici, il y a cette flamme de la résistance qui ne s'éteindra pas et cette volonté claire de ne pas accepter d'avoir de soldats rwandais sur notre territoire. Qui occupe Goma actuellement? Goma est en grande partie occupée par les forces rwandaises. C'est une évidence aujourd'hui. Lorsque nous regardons les images qui nous parviennent de là,
Ici, il faut saluer la résistance de nos populations qui sont là-bas, parce qu'au-delà de toutes les brimades et de toutes les impositions, elles restent résilientes, elles résistent, et je pense que c'est de cette manière que nous pouvons donner le bel exemple, justement, que tous ceux qui viennent comme force d'invasion, en tout cas spécifiquement les soldats rwandais, n'ont pas de place chez nous. On va tout à l'heure parler de ce que vous avez dit en marge de la session extraordinaire du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, mais reparlons de Goma. Est-ce qu'aujourd'hui on peut utiliser cette phrase en disant Goma est tombé? Je ne voudrais pas aller dans des considérations des mots. Nous regardons les faits qu'il y a sur place, nous regardons les rapports que nous recevons. Il y a évidemment d'autres rapports qui ne peuvent pas faire l'objet de cette communication, qui ne peuvent pas discuter ici, mais ici, il faut noter la réalité. La réalité, c'est qu'une grosse partie de notre population, dans cette ville de Goma, est sous occupation. Et qu'il y a un besoin pour nous d'intervenir. L'urgence aujourd'hui, c'est une urgence humanitaire. Parce que lorsque vous avez à peu près 794 corps entassés dans des morgues qui dépassent largement les capacités de la ville, pour nous, ça pose problème. Lorsque vous avez plus de 3000 blessés, dont certains sont de cas graves qui doivent être évacués, effectivement, pour nous, comme gouvernement, ça pose problème. Et donc, aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de regarder comment on y apporte de réponse. C'est pour ça que, très rapidement, le président de la République a désigné le nouveau gouverneur militaire de cette province pour qu'à son niveau, il y ait comme une centralisation d'éléments et une coordination avec les gouvernements pour voir dans quelle mesure on continue à être présent pour nos populations qui ploient sous les jougs rwandais. On vous parlait tout à l'heure de réalité et des faits. Dans les faits, il s'avère que maintenant, nous avons 2 gouverneurs. Bon, madame, il faut vous réserver, parce que tout ce qui est posé comme acte par les occupants rwandais n'ont pas de sens. Quel est le fondement légal de ces actes? Il y a un seul gouverneur qui s'appelle le général Somon. Et c'est lui qui engage la province, c'est lui qui pose les actes pour la province. On ne va pas aller dans une situation de fait qui n'est du reste pas appelée à durer longtemps. On parle de cette résolution, vous avez été la porte-voix de la République démocratique du Congo lors de cette session extraordinaire du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, et vous avez dit quelque chose qui, moi, a attiré mon attention, c'est le dépeuplement de la population à Goma. Est-ce que vous pouvez le... Je ne parlais pas de Goma spécifiquement. Je parlais justement des territoires ou des parties du pays qui sont occupées par les forces rwandaises. Le ministre de l'Intérieur nous a déjà plusieurs fois dit en conseil qu'il y avait, lorsque vous arrivez, les populations se déplacent. Lorsque vous amenez des populations dont on n'imagine pas des origines d'où elles viennent, et lorsque vous vous permettez de désigner des autorités traditionnelles qui ne sont pas connues dans les communautés, c'est un problème. C'est ce qui se passe actuellement. Mais il y a des cas qui ont été relevés, notamment ceux-là, au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc chacun des mots que nous avions dit hier, d'abord c'est les résultats d'un travail fourni, d'un travail d'équipe. Je n'étais que le porte-voix parce que le tout a été organisé autour de la ministre des Droits humains et les équipes de l'ambassadeur Impolé ici à Genève. Et donc il était question pour nous de relever devant le monde, parce que pour ce qui connaît le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, c'est la première instance qui traite spécifiquement des cas des violations des droits de l'homme dans le monde. C'est une instance qui a la représentation de tout le pays. Et d'abord, vous avez vu qu'on a réuni plus tôt que prévu, en tout cas plus largement que sollicité, les signatures pour avoir la session spéciale. Il fallait avoir 16 signatures, on en avait plus de 30, et des plus de 22 États observateurs. C'est dire que le monde a vu l'horreur, le monde a compris le mal que fait le président rwandais sur le territoire congolais. On a vu des attaques sur des camps des déplacés, des attaques sur des hôpitaux, et tous ces crimes, des enrôlements forcés des enfants, des attaques sur les casques bleus, tous ces crimes, des exécutions sommaires, ne pouvaient pas laisser le monde indifférent. Et donc, dans ce qu'il y a à dire, dans ce qui s'est passé hier, c'est aussi de dire
la colère du monde, en tout cas exprimée dans cette instance qui traite des questions de droits de l'homme, et vous avez vu que de manière unanime et par consensus, notre résolution n'a pas fait l'objet d'un seul amendement. C'est dire qu'aujourd'hui, le monde en a marre de voir que cette partie de notre pays continue de ployer sur la violence et que cette violence, elle se répète justement parce qu'il y avait une forme d'impunité et cette fois-ci, cette impunité, il n'y aura plus. Pourquoi ce monde n'agit pas? Bon, écoutez, le monde agit à son rythme. De toute évidence, il faut comprendre le sens de l'appel de la mobilisation du président de la République le 29 janvier dernier. Cette guerre, c'est la guerre de tous les Congolais. Ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Nous parlons du monde évidemment parce que nous ne vivons pas comme un pays isolé. C'est pour ça que lorsque nous présentons les fronts à partir desquels nous faisons ces combats, nous parlons du front militaire, du front diplomatique, du front judiciaire, du front économique, du front médiatique, et on a même rajouté récemment le front spirituel. Et donc, lorsque nous les disons parce que nous savons qu'il n'y a pas mieux que les Congolais pour défendre leur patrie. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt contents de voir les Congolais se réveiller. Tout à l'heure, j'ai reçu des messages de Congolais du Brésil. Vous avez vu Paris, vous avez vu Bruxelles, et donc partout où les Congolais se trouvent, ils sont prêts à se lever pour défendre chaque centimètre carré de notre territoire. Le monde réagit à sa façon. Il y a, évidemment, nous voyons une vague de condamnations qui, à nos yeux, ne sont pas suffisantes. C'est pour ça, par exemple, que le président de la République lui-même, et nous tous dans sa suite, nous avons condamné les actes de vandalisme et des violences qui ont touché à certaines représentations diplomatiques. Est-ce que vous comprenez la colère de Congolais par rapport à ce monde? La colère, elle est justement compréhensible parce que on voit d'autres conflits à travers le monde. Je ne voudrais pas citer des pays. On voit la nature des relations qui arrivent. Nous tous, nous sommes des humains. Nous tous, nous avons du sang rouge, quelles que soient les zones continentales où nous nous trouvons. Et donc, ici, il y a une réponse en tout cas qui a été donnée pour ce qui concerne les violations de droits de l'homme avec cette condamnation ferme qui a été faite contre le Rwanda. Vous étiez dans la salle, vous avez suivi les débats. Mais aujourd'hui, avec les mécanismes qui sont prévus notamment au sein du Conseil de sécurité ou dans d'autres pays, il est important que des sanctions robustes, claires, puissent toucher les autorités rwandaises parce qu'en plus, il y a des noms qui sont connus, qui sont listés dans les rapports publiés tous les 6 mois du groupe d'experts des Nations Unies. À quand la mise sur pied de cette mission qui fait partie de... C'est l'une des parties intégrantes de cette résolution qui a été adoptée? Bon, écoutez, le haut-commissaire va à son niveau s'organiser, suivant en tout cas les pratiques en la matière, pour désigner très rapidement la mission qui va aller faire d'abord l'inspection des faits. Il fera rapport, je pense, à la 2e session de cette année pour être en mesure de donner les premiers éléments. Parallèlement à cela, il travaillera sur la mise en place d'une mission d'investigation. Quand est-ce qu'on peut attendre les premiers éléments de cette mission? Les premiers éléments, écoutez, ils pourront arriver à la 2e session parce qu'il faut d'abord signaler que cette structure dans sa forme actuelle a été créée, je crois, en 2006. Et que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, en 19 ans, il n'y a eu que 37 sessions spéciales. Donc ça ne s'efface pas très souvent. Et nous, on l'a obtenu, on l'a demandé, on l'a obtenu. Et tout ce que nous avions sollicité, nous l'avons obtenu. Dans les faits, c'est des pas qui sont importants. Pour le reste, il y a des temps incompressibles suivant les procédures qui se font parce qu'ils ont 3 sessions par an. Donc, je pense qu'ils ont une session février-mars, nous y sommes déjà. Et puis, il y a une session en juin et la session de septembre, c'est, je pense, au cours de la session de septembre qu'un rapport plus détaillé pourra être donné parce que c'est un travail qui part, je pense, de janvier 2022 à ces jours qui va nécessiter un certain temps. Mais la bonne chose ici, c'est que cette mission d'inspection des faits va se faire, la commission d'enquête va être mise en place, c'est dire que le monde entier aujourd'hui s'est mobilisé pour que justice soit faite pour toutes les violations qui sont faites en République démocratique du Congo. Évidemment qu'il y aura des conséquences parce que ce soit l'Union européenne ou les autres États du monde, c'est refaire à la Commission des Nations Unies pour le droit de l'homme, qui est l'instance attitrée à ces propos. Évidemment qu'il y aura des interactions, notamment avec la Cour pénale internationale, et tous ceux qui aujourd'hui se réjouissent des crimes, se réjouissent de voir que des milliers de Congolais ont été touchés et des millions de Congolais ont été touchés indirectement par ces drames, répondront les moments venus de leurs actes devant la justice. Il y a des Congolais qui se disent, oui, il y a des résolutions, on est en train d'adopter, il y a une victoire, des victoires diplomatiques, ça et là.
Mais on récupère comment? Est-ce que la seule option actuelle, c'est pas juste faire la guerre? Bon, écoutez, nous disons depuis le début que nous sommes sur plusieurs fronts. Vous voyez que récemment, si vous regardez le conflit en Palestine, qu'il y a des échanges de prisonniers. Ça veut dire que même la guerre, quand on l'a fait, la guerre n'empêche pas la diplomatie. C'est des choses qui vont ensemble. Lorsque nous parlons du front économique, parce que nous connaissons les motivations de cette guerre, sont économiques. Lorsque nous faisons la mise en demeure et que nous avons entamé l'action d'abord contre Apple, c'est avec évidemment des raisons qui font qu'aujourd'hui Apple a déjà décidé de ne plus s'approvisionner dans la région. Ça veut dire que tous les circuits rwandais qui profitaient de la production illicite de nos minerais est paralysé et qui n'ont pas aujourd'hui de débouchés, même si on sait qu'il y a toujours des trafics qui se font, mais sur le principe, c'est lui qui peut être considéré comme l'un des plus grands, parce que c'est pas seulement Apple qui est concerné par notre action, les autres actions arriveront, mais c'est dire qu'il y a déjà un progrès. Lorsqu'en quelques jours ici, nous serons à Arusha contre le Rwanda, devant le tribunal de l'EAC, c'est aussi le front judiciaire. Mais c'est un langage que n'entend pas le Rwanda. Vous dites? Le Rwanda n'entend pas ce langage-là. La question, ce n'est pas d'entendre. C'est la force. La question, c'est pas d'entendre. La force ne s'applique pas que lorsqu'on fait la guerre. Ce qui s'est appliqué hier, ici à Genève, vous étiez témoin, c'est la force douce. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'image du Rwanda, on pourra en parler peut-être plus tard, est écornée. Et tout le travail de marketing ou de sports washing qui s'est fait connaîtra des coups sévères. Vous avez sûrement suivi les propos du président de Bayern et nous saluons toute la mobilisation des Congolais, notamment pour ce qui concerne le PSG, Arsenal, Formula 1, la NBA, toutes ces structures sportives que le Rwanda utilise mondialement pour se faire bon visage. Nous allons nous assurer que là aussi, la guerre, elle est faite. La guerre ne s'est faite pas que sur le terrain militaire, la guerre s'est faite aussi sur le front médiatique. Et vous savez que sur ces fronts, aujourd'hui, nous, en tout cas, moi, je tiens à saluer l'élan patriotique des journalistes qui s'immobilisent parce qu'avant d'être journaliste, vous êtes d'abord de Congolais et qu'il est important pour nous, aujourd'hui, de ne pas laisser un seul centimètre de notre territoire être occupé par des forces étrangères et qui, quand ils sont là, pillent, violent et massacrent. Ne me dites pas qu'il y a un seul Congolais, qui qu'il soit, s'il est vraiment Congolais dans l'âme, qui peut se réjouir de voir que des bébés ont essuyé des éclats de bombes dans des hôpitaux, de voir que des femmes ont été violées et brûlées, de voir que c'est de l'horreur. Et s'il y a un seul Congolais qui s'est réjoui ou qui peut penser tirer profit de ce qui s'est passé, je suis désolé, mais les moments venus, il en paiera les conséquences. Pendant que vous êtes encore ici à Genève, il s'est passé cette rencontre déjà en marge de la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme ici à Genève. Tout le monde essaie un peu de nous présenter comme ce sommet conjoint SADC et AC comme le sommet de dernier espoir. Finalement, on se rend compte qu'à Dar es Salaam a accouché d'une toute petite souris. Bon, écoutez, moi je ne lirai pas ce qui est ressorti de là comme vous. Parce qu'évidemment, cela a fait l'objet de plusieurs discussions. Vous avez suivi qu'il y avait d'abord une réunion de la SADC il y a quelques jours où le Rwanda a été clairement condamné. L'objectif de ce sommet n'était pas d'aller vers les condamnations. L'objectif de ces sommets était d'aller vers les solutions. Et lorsque vous lisez les résolutions qui en sont ressorties, cessation d'hostilité et arrêt immédiat, cesser le feu et arrêt immédiat des hostilités, c'est le premier point immédiat. De toute façon, on va voir, parce que nous connaissons plus ou moins l'adversaire qui est en face, nous connaissons les méthodes. Donc, lorsqu'on parle de cesser le feu, pour nous, ce n'est pas impressionnant. Mais ici, il faut remarquer que c'est un engagement qui a été pris par des chefs d'État, à la fois des deux sous-régions qui entourent la République démocratique du Congo. Et donc, c'était un processus qui était étroitement suivi, notamment par les Américains et par toutes les organisations internationales. Maintenant, on parle, parce que pour nous, aujourd'hui, l'urgence, c'est Goma. C'est de voir dans quelle mesure on restaure un minimum. Mais oui, en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'entend il n'entend que le langage de la force aussi. Mais de toute façon,
je vous disais tout à l'heure, il y a le front militaire et il y a le front diplomatique. Je vous ai dit aussi que faire la diplomatie n'est pas incompatible avec le fait de faire la guerre. Et donc, de par la diplomatie qui est en cours, on a vu ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a, dans 5 jours, les chefs d'état-major général, d'état-major des armées de tous les pays concernés se retrouveront sur place pour faire le point sur le cessez-le-feu et sur les premières mesures qui doivent être prises pour permettre de rendre Goma opérationnel et ouvert. Parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence humanitaire qui veut qu'il faut que l'aéroport redevienne fonctionnel, qui a été détruit par les forces rwandaises. Il faut que cet aéroport redevienne fonctionnel pour évacuer les cas des blessés graves, pour évacuer certains corps, mais aussi pour nous assurer qu'il y a des humanitaires qui peuvent opérer. La réouverture de l'aéroport de Goma, en tout cas pour les Nations Unies, ici je dois me référer au terme utilisé par Bruno Lemarquis, c'est la ligne de vie. Ensuite, si vous continuez, il y a on est revenu sur des discussions, notamment la nécessité de mettre ensemble ou de rendre plus fort Luanda et Nairobi, avec la possibilité justement de considérer d'avoir d'autres parrains qui viendraient des parties de l'Afrique de l'Ouest. Tout ça, c'est toute l'Afrique en fait. Tout ça, mais écoutez, nous parlons de la République démocratique du Congo, un pays qui appartient à plusieurs ensembles sous-régionaux de l'Afrique, un pays qui a 9 voisins limitrophes, un pays qui a un rôle moteur pour le continent. C'est tout à fait normal. Le développement de l'Afrique, c'est vrai, on s'auto-flagelle, c'est pas une auto-flagellation. Mais évidemment, c'est une responsabilité que nous avons comme Congolais. C'est pour ça que lorsque vous voyez le Rwanda avec son illusion des prospérités construites sur le vol et les pillages de la RDC, ne tient pas à ce que la République démocratique du Congo puisse commencer à se relever. Parce que nous avons fait d'énormes pas et aujourd'hui, nous parlons des projets intégrateurs, des routes qui vont... Vous savez, quand vous arrivez à relier le Congo central au Lualaba, vous avez fait un grand pas. Parce que vous pouvez avoir des marchandises qui viennent... je ne sais pas de quel pays qui atterrissent là-bas et qui peuvent traverser les Congos d'est en ouest. On parle des routes notamment du côté de la province orientale où nous étions récemment avec le ministre Guissaro et les présidents. Il y a tellement de choses qui se faisaient en RDC qui aujourd'hui peuvent être plombées du fait de cette action du Rwanda. C'est tout à fait normal que ce ne soit pas qu'un problème africain, que ce soit un problème mondial, parce que nous, on a besoin de paix pour reconstruire notre pays. En fait, c'est la stratégie du gouvernement congolais de culpabiliser l'Afrique et le monde. On n'a pas culpabilisé l'Afrique et le monde, parce que l'Afrique, lorsqu'elle décide de s'impliquer, encore qu'il y a beaucoup de choses à redire, hein. Je ne voudrais pas revenir sur le communiqué de l'Union africaine qui a été à la limite de l'acceptable. Bon, on ne va pas refaire la polémique, mais il y a un besoin aujourd'hui, parce que le président Tshisekedi a permis, par exemple, de trouver la solution à la crise tchadienne. Donc, il y a plusieurs réponses aujourd'hui que la République démocratique du Congo, comme pays, peut apporter. Donc, c'est tout à fait normal que les autres régions puissent être sensibilisées. Ce n'est pas dans notre stratégie, mais c'est une réalité internationale. Quelle est la ligne rouge de la RDC par rapport à Luanda, Nairobi, à tous ces processus? Écoutez, est-ce qu'il y a encore besoin de rappeler la ligne rouge qui était la nôtre? Aujourd'hui, madame, lorsqu'on parle de la crise avec le Rwanda, je crois que beaucoup de gens doivent avoir un sens de recul pour comprendre d'où on vient. On parle d'un conflit qui dure plus de 2 ans. Le processus de Luanda a commencé en juillet 2022. Et qu'aujourd'hui, sur papier, on a toutes les solutions. Si le président rwandais était venu le 15 décembre à Luanda, on n'en serait pas où nous sommes aujourd'hui. C'est parce que justement, il est dans un dessein où il ne veut pas de paix. Donc vous continuez de demander un tête-à-tête, face à face. La question pour nous, la question c'est pas... Non, la question, non. La question, nous, on n'a jamais demandé des tête-à-tête. La question pour nous aujourd'hui, c'est que chacun vienne à poser sa signature sur un document préparé par des équipes qui répond à tous les faux prétextes fallacieux du Rwanda. On avait besoin de terminer la crise et on sait qui n'est pas venu, on sait comment il s'est comporté par la suite. Ça, c'est par rapport à l'extérieur au Rwanda et par rapport à ce que vous qualifiez les supplétifs en rwandais. Qu'est-ce que vous allez en faire? Bon, écoutez, de toute évidence, ces sujets avaient été abordés. Nous étions le 15 décembre, j'y étais. Il y avait le président Kenyatta qui était, qui a une mission précise. Parce qu'ici, Madame Élisée Odia, il ne faut pas penser qu'il faut qu'on donne la prime à ceux qui ont tué le plus.
Parce que lorsque, ça c'est l'autre versant de la médaille que les gens ne regardent pas. Il y a eu plus de 3000 morts à Goma, dans des conditions horribles. Je ne parle pas des Congolais qui sont morts entre-temps. Il y a des jeunes qui sont systématiquement ciblés lorsqu'ils font des avancées sur certaines localités, parce qu'il faut éteindre toute flamme de défense patriotique, madame. Toute cette horreur-là. Et vous voulez qu'aujourd'hui on prime l'horreur? Bon, je ne suis pas dans les derniers carrés, évidemment, des discussions telles qu'elles vont se faire, mais moi j'observe aujourd'hui que s'il y a des Congolais qui se réjouissent parce qu'ils ont utilisé les armes rwandaises pour tuer des Congolais, ils doivent s'apprêter à un moment ou à un autre à affronter les tribunaux de l'histoire. Je ne parle pas encore ici au sens judiciaire du terme. On doit se regarder dans les yeux et se dire, parce que ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Madame Élisée Odia? On n'a pas besoin de rappeler les chapitres de la FDL, nous connaissons la suite. Il ne faut jamais penser qu'en recourant aux armes rwandaises, vous pouvez assouvir votre soif d'arriver au pouvoir, même si vous y arrivez, comment les rétribueriez-vous par l'absurde? Vous voyez? Et vous parlez à une communauté congolaise aujourd'hui qui, dans sa grande majorité, unanimement, je ne poserai pas la question sur votre opinion là-dessus, qui est hostile et contre cette agression rwandaise. Et donc la démarche, par exemple, de la SYNCO et de l'ECC de rencontrer ou d'envisager même de rencontrer l'AFC, le M23, non, la question ici, Madame Élisée Odia, au 27 janvier, nous prévenions, dimanche 27, au terme d'une réunion avec les présidents de la République qui s'est terminée presque à minuit, nous disions qu'il y avait un carnage et que nous travaillons à préserver les vies humaines. Parce que c'est des Congolais qui meurent. Vous êtes dans un gouvernement, notre devoir, c'est de protéger les Congolais. Et lorsqu'il y a des gens qui viennent à l'idée de massacrer et de tuer à tout prix, on a vu les résultats. Bon, maintenant, il y a une démarche en cours. Je crois savoir que des prêtres ont eu l'occasion de rencontrer le président de la République. Ils ont eu l'occasion de lui présenter leur plan. Le président, sûrement, y réagira ou il a peut-être réagi déjà. Mais l'idée de la paix n'est pas le problème. L'idée d'avoir des Congolais, parce que finalement, les défis que nous avons, c'est des défis que nous devons tous relever. Mais il faut faire attention sur... par exemple, le fait que des jeunes Congolais sont tués, sont massacrés. Et donc, évidemment, les moments venus, on verra les réactions des uns et des autres sur l'initiative, mais on verra ce que ça va donner. Donc, vous ne voyez pas d'un mauvais œil le fait que les prêtres, l'Église catholique, les CC puissent aller rencontrer... Bon, écoutez, le président de la République, dès les premiers jours de son arrivée aux responsabilités, a montré que c'est un homme de paix. Sinon, il serait pas, lui, parti au Rwanda ou dans les autres pays limitrophes pour montrer que lui voulait faire un mouvement vers la paix et mettre la région dans la perspective de la paix. Et si il en faut pour la République démocratique du Congo de par sa posture naturelle, il est disposé. Alors, on va très bientôt terminer cette émission parce qu'on doit vraiment vous libérer, Monsieur le Ministre. Cette résolution, ça ressemble à une victoire aussi un peu personnelle pour vous? Non, rien à voir, pas du tout, parce que c'est d'abord une victoire d'équipe. Évidemment, c'est victoire. Non, il n'y a pas de modestie, Madame Élisée Odia. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Et donc, il n'y a rien que je n'ai dit dans ces cadres-là qui ne soit pas les résultats d'un travail de groupe. De toute évidence, chacun est dans son rôle. Et ici, l'idée pour nous n'est pas de porter des couronnes. Nous avons une tâche qui est ardue, celle d'être aux côtés du président de la République et surtout de la première ministre pour conduire la destinée de ce pays avec toutes les contraintes que nous avons en interne, en termes de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, on a un besoin de renforcer notre système d'éducation à la fois primaire ou universitaire, de donner de l'emploi à des jeunes. Il y a très peu de temps pour nous regarder dans ce qu'on apporte individuellement, parce qu'ici, c'est d'abord un travail d'équipe. Et ici, il faut rendre hommage à tous ceux qui y ont travaillé. Antipersonnel, parce que vous êtes la cible. Bon, écoutez, de toute façon, Madame Élisée Odia, nous sommes dans la guerre.
Nous sommes dans une guerre, et dans une guerre, lorsque vous attaquez, on peut aussi vous attaquer. Les plus importants ici, ce n'est pas les sorts des individus. Les plus importants ici, Madame Élysée, c'est les sorts de la patrie. Moi, ma parole, elle dérange, parce que nous travaillons dans le cadre d'un front médiatique aujourd'hui qui démontre à suffisance les mensonges du Rwanda. Lorsque vous voyez le président rwandais dire, répondre à une question claire de CNN qui n'a pas ses troupes en RDC, qui peut le croire? C'est justement la preuve que c'est un pays qui fait partie, qui constitue à nos yeux l'empire du mensonge, qui est porté au plus haut niveau. Lorsqu'on nous dit qu'en RDC il y a le discours de haine, lorsqu'on dit qu'en RDC il y a la stigmatisation d'une certaine communauté, mais j'ai envie de vous poser la question, Madame Élysée Odia, vous êtes journaliste, est-ce que vous voyez ça? En RDC, moi je vois le ministre Guy Sarro qui a la lourde tâche de construire les infrastructures qui relient toute la RDC. Je ne voudrais pas faire parler des officiers supérieurs que nous avons. Je ne voudrais pas revenir sur le cas de ces colonels qui est décédé au front, comme d'autres de nos officiers supérieurs qui décèdent. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous, on a besoin, nous les Congolais, on a besoin de comprendre qui est l'ennemi. L'ennemi du Congolais, c'est le Rwanda, parce que le Rwanda décide de nous faire la guerre pour continuer à piller nos ressources. Nous avons besoin, au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos appartenances à nos différentes tribus et ethnies, on a besoin tous de nous mobiliser pour parer la route à cela. Parce que, madame, la République démocratique du Congo, c'est 26 égale 1. C'est 145 égale 1. C'est 2 345 410 km² égale 1. C'est 450 égale 1. Et que chacun de nous, dans cette unité, a sa place au-delà de nos opinions qui peuvent être divergentes. En 2012, il y avait quelqu'un qui occupait également votre place et qui a eu peut-être imposé certains actes qu'on retrouve actuellement, comme couper les médias, fermer les réseaux sociaux. Là, je parle de Lambert Mende. On m'a demandé de vous poser cette question. Vous êtes sur les traces. Bon, écoutez, de toute façon, madame, il ne faut pas aller... il faut pas... Non, non, écoutez, il ne faut pas aller dans une forme d'individualisation. Lambert Mende, c'est un aîné, d'ailleurs je l'appelle papa du fait de son âge, de son expérience. Il a travaillé dans un contexte précis et il a joué sa partition. Il a joué sa partition, nous jouons la nôtre. C'est un peu similaire. Non, écoutez madame, il ne faut pas aller dans un champ qui peut ressembler à de la polémique, parce qu'ici, nous avons besoin de toutes les voix des Congolais pour mettre fin notamment à l'invasion informationnelle que nous subissons du Rwanda, qui malheureusement, malgré toutes leurs tentatives, ils n'arrivent pas. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chaque Congolais est mobilisé, chaque Congolais utilise ses mégas pour la défense de sa patrie. Et s'il y a des mesures qui ont été prises, nous étions en briefing avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui avait clairement dit qu'il y avait, s'il y a pour des exigences de sécurité besoin de faire une certaine restriction d'accès à certaines applications, c'est pour des raisons évidentes. Aujourd'hui, quand vous parlez de couper les médias, quel média a été coupé? Quel média a été coupé? La question Al Jazeera a été coupée, évidemment, on le revendique, parce que Al Jazeera a donné la parole. Il y a aucun. D'abord, moi, je ne suis pas dans un prisme comparatif. Nous ne sommes pas dans les mêmes contextes. Al Jazeera a fauté. Al Jazeera a utilisé une militante pro-Rwanda pour venir faire une interview dans les territoires congolais, donner la parole à un terroriste sans visa ni accréditation. Nous ne sommes pas dans une jungle, alors que la même chaîne a 7 à 8 journalistes formellement accrédités en RDC. J'ai fait ma part comme ministre des tutelles, j'ai retiré l'accréditation journaliste de Al Jazeera, et le CESAC, qui a lui la compétence de gérer les contenus, a fait sa part. Donc il faut parfois éviter d'aller dans des caricatures, il faut lire les faits tels qu'ils sont. Ce n'est pas en un coup, en un claquement de doigts qu'on a décidé de retirer des accréditations à Al Jazeera. C'est parce qu'il y a eu des faits, c'est parce qu'ils ont été saisis, ils n'ont pas réagi à temps et ils n'ont pas donné des justifications qui peuvent aujourd'hui nous expliquer pourquoi prendre une militante notoirement connue comme pro-rwandaise, venir dans notre territoire sans visa ni accréditation, au détriment de journalistes d'Al Jazeera accrédités pour faire une interview qui sert la cause de l'ennemi. C'est évident.
Mais pour le reste, il y a évidemment une vigilance à vous attirer. Aujourd'hui, nous sommes à Genève. Les médias russes ont été coupés sur le continent européen. Nous sommes en Europe. Et donc, si nous, aujourd'hui, il y a besoin de couper des médias parce qu'on estime que ces médias font les jeux de l'ennemi, on va l'assumer, on le fera. Mais il faut ici rappeler que nous sommes dans un cadre de collaboration. Lorsque vous dites ville de Massissi et que vous commettez des erreurs de ce type, je suis désolé, dans un contexte de guerre, les mots comptent et ils peuvent avoir des conséquences. Nous avons des collaborations qui font que nous discutons. De toute évidence, aujourd'hui, ceux qui font leur travail de manière professionnelle ne peuvent pas être inquiétés. Ceux qui font leur travail en tenant compte du contexte général des guerres ou des crises savent qu'ils ont une responsabilité. Et du fait de cette responsabilité-là, vous devez toujours vous entourer des précautions dans les contextes qui est le nôtre, tout simplement. Monsieur le ministre, on va terminer la mobilisation, elle est totale en RDC, à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Les Congolais, mais également pas que, sont en train de se mobiliser par rapport à cette situation. Et il y a des chants, il y a des gens qui disent mais on est en train de faire des chansons patriotiques, ça ne passe pas à la RTNC. Bon, écoutez, certains disent mais c'est parce qu'il y a de la politique dedans, on a entendu certains dire. Madame, si vous avez des préoccupations qui concernent la RTNC, il y a une directrice générale. On a entendu certaines voix dire il y a un comité de gestion. La politique n'y est pour rien. Écoutez, madame, il y a un comité de gestion, il y a un conseil d'administration, il y a des directeurs, des hommes d'expérience qui sont là-bas. Parfois, les gens sur la RTNC, ils parlent de loin. Ils n'approchent pas. Aujourd'hui, si nous devons, je donne un exemple, s'il y a les Congolais par milliers, nous connaissons nos talents artistiques, vous-même d'ailleurs, si vous faites une chanson et que 100 Congolais font des chansons, et que ces chansons, c'est 5 minutes, et que ça fait 500 minutes, la RTNC n'aura jamais suffisamment de temps. Ça n'a rien à voir avec Patrick Muyaya. Non, la question, ce n'est pas ici, encore une fois, une question d'individualisation. La question, c'est que nous sommes dans un cadre organisé. Nous faisons une mobilisation générale où tout le monde doit s'élever, où tout le monde doit se battre avec sa voix, où tout le monde doit se battre avec ce micro. Si vous vous battez, vous, avec votre voix, et que vous souhaitez que ça passe à la télévision nationale, approchez la télévision nationale. C'est un canal, mais il y a aussi Yuan, comme d'autres médias, dans un élan collectif. On peut voir comment on se renforce et comment on avance. Le plus important, ce n'est pas de dire « je suis brimé là-bas », non. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une chanson, vous partagez à Madame Élisée Odia. Madame Élisée Odia s'est fait le plaisir de relayer dans tous les groupes WhatsApp où elle est. C'est déjà ça. Parce que parfois, nous sommes dans une dynamique de guerre et de mobilisation générale. On n'a pas besoin de vous inciter pour être patriote. On n'a pas besoin de vous motiver pour exprimer votre attachement à la patrie. Il y a un prix à payer collectif, il y a un prix à payer individuel. Et c'est ce qui fait la beauté de l'unité de notre nation. Patrick Muyaya, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, surtout. Envoyez-nous vos remarques, vos suggestions, vos questions. Peut-être qu'on reviendra encore à les poser auprès du porte-parole du gouvernement. On se dit au revoir et à très très bientôt.